le contraire. Vous avez raison, en fait, c'est la consommation qui a pris cette place. Pourquoi? Parce que notre société n'a aucune offre de sens autre que quelque chose qui se nourrit du travail ou du temps libre qu'on peut utiliser pour consommer. Et ça, c'est une situation fatale. En fait, nous n'avons aucune conception positive du non-travail. Je comprends tout à fait qu'on puisse souhaiter trouver un sens à sa vie en dehors du travail, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu, comment dire, bon, dictatorial, le mot est trop fort pour l'Ariège, je suis désolée, hein, j'en conviens, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu difficile quand même dans l'idée de se dire qu'on va forcer les gens à aller vers des activités associatives, civiques, etc. Oui, oui, c'est vrai, mais bon. Il y a une sacrée contrainte économique. Où est la place de la liberté? Moi, je veux bien envisager effectivement un autre mode de Demandez aux 40% de SDF parisiens qui bossent s'ils ont envie effectivement de travailler et de passer la nuit dans la rue ou dans des voitures. C'est-à-dire que je crois qu'il faut se rendre compte de quelle est la situation. Le travail des pays socialistes, du socialisme réellement existant, n'a pas libéré l'homme. Le travail des sociétés capitalistes n'a pas libéré l'homme. Et je vous rejoins tout à fait. Est-ce que c'est un homme libre? Je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail est au centre, effectivement, de la société. Et si on veut trouver quelque chose qui, finalement, permette de s'échapper de ça, à mes yeux, la seule chose, c'est la gratuité. Parce que la gratuité, on l'a chevillée au cœur. C'est le souvenir du paradis perdu, c'est le souvenir du sein maternel, c'est les relations amicales, c'est les relations amoureuses, c'est les services publics, c'est les biens communs. Si on veut transformer, il n'y a pas de société, Marcel Mauss l'a montré, il n'y a pas de société possible si on n'imagine pas une gratuité immédiate. Si on veut effectivement sortir de la centralité du travail, eh bien, il faut faire cette révolution anthropologique qui ne peut reposer que, effectivement, sur autre chose qu'à la gratuité. Petite parenthèse, je reprends la question de Sophie de Menton. Qu'est-ce que c'est qu'un homme libre? C'est aussi quelqu'un qui a envie de travailler pour pouvoir s'acheter un beefsteak et une baguette de pain. Mais moi, je trouve qu'on on fait pas assez de distinction là, parce que quand on dit que le travail c'est très bien ou c'est pas bien, on voit pas pour qui. Et quand on regarde les enquêtes, vous avez quand même toute une partie des gens, en gros les cadres, les professions supérieures qui disent le travail c'est très important, c'est mon identité, je me réalise dans le travail. Et puis toute une partie des autres, les employés, les ouvriers non qualifiés, etc., qui disent le travail pour moi c'est un moyen de gagner ma vie, quoi. Donc on a vraiment une très grande séparation. Et Galbraith disait c'est vraiment un mensonge d'appeler du même mot d'un côté la proportion dans vos enquêtes, elle est vraiment nette. Ah ben c'est hyper net. Est-ce que ça veut dire que dans quelle proportion 100% des ouvriers sont malheureux et 100% des cadres sup sont malheureux, c'est pas ça. C'est quand vous dites aux personnes qu'est-ce qui vous définit le mieux, qu'est-ce qui dit le mieux qui vous êtes, eh bien les cadres, les professions intellectuelles disent le travail et les autres le citent pas. Voilà. Et vous pouvez à la place. Alors ils disent les liens familiaux, le quartier, ils disent plein de choses. On voit bien comment ils constituent le lien social, mais le travail n'a pas cette place. Je crois qu'il faut distinguer une chose aussi, c'est très important effectivement, et je suis d'accord. Il faut voir ça calmement parce qu'il y a un vrai problème de civilisation. Je trouve que cette consommation devient délirante. Je suis d'accord avec ça. Oui, vous avez des points d'accord. Non, mais je suis d'accord, mais ça n'a rien à voir avec la valeur du travail. Je veux dire, ça n'a vraiment rien à voir. C'est ça qu'on se met à travailler et à produire. Notre société, c'est comme une bicyclette. Si elle cesse de pédaler, on se casse la figure. C'est-à-dire que notre société, elle ne peut pas fonctionner sans croissance. C'est pas faux. Qu'elle soit une société... C'est pour ça que je pense que la décroissance est à l'heure. Mais c'est bien pour ça qu'il faut changer, effectivement, de paradigme fondamental. Mais on peut changer sans vouloir tomber dans la décroissance. Je pense que d'abord l'éducation est quelque chose de fondamental. Je pense qu'on a un véritable échec sur le plan de l'éducation de voir nos enfants de 12 ans aujourd'hui qui se tapent 4h30 de télévision par jour, plus un portable, plus des jeux vidéo, plus un cinéma, etc. et qui sont incapables qui ont perdu le goût de lire, de perdre leur temps. C'est très grave. Je suis d'accord avec vous. On est d'accord, il faut finir avec la dictature de l'économie. Il faut faire valer les autres facettes de nos personnalités. Au centre. Si on veut tous mettre le travail au centre, on arrête de travailler, on va mieux élever nos enfants. Mais on a besoin d'une révolution si on veut mettre le travail au centre. Une véritable révolution, c'est-à-dire se dire, comme par exemple voulait Marx, quand il dit le travail premier besoin vital, eh bien essayons de nous demander ce que seraient les conditions pour que le travail, ça devienne le premier besoin vital et pour que ça devienne en effet une œuvre. Tout le monde dit le travail c'est une œuvre. Alors, si on veut que ça soit une œuvre individuelle et une œuvre collective, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut une révolution mais il y aura dans la définition définition des gens qui porteront des bagages.
Mais oui. Et donc, vous êtes d'accord avec... Il y aura toujours des gens qui feront des tâches pénibles. Je réfléchissais à ça avant de venir. Je me disais, mais évidemment que j'en rêve que tout le monde soit passionné par ce qu'il fait. Eh bien, il y aura toujours quelqu'un qui mettra la vaisselle dans le lave-vaisselle, si le lave-vaisselle a libéré, je sais pas qui. D'accord. Mais à ce moment-là, si on pense que on aura toujours ces tâches nécessaires, Marx, que dit-il, par exemple, il dit, on va réduire le temps que chacun y consacre. Si vraiment le travail, c'est cette dure nécessité, réduisons le temps que nous y consacrons. Mais si on pense que le travail, c'est cet épanouissement formidable, alors mettons en place les conditions. Il faut un temps de travail libre, je suis assez d'accord. Il faut absolument la liberté totale du temps de travail et les 35 heures. Et donc, on revient à cette idée proposée par Joseph Stiglitz, d'avoir d'autres valeurs qu'uniquement le PIB, etc. J'imagine que vous partagez. Ça fait 15 ans que nous, on disait la même chose. Personne nous entendait. Mais maintenant, c'est Stiglitz qui dit, donc voilà, on l'écoute. Juste une dernière chose, comme ça on terminera un petit peu dans cette définition qu'on a apportée au mot travail. Je me tourne peut-être vers le philosophe. Je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que pour vous, quand même, le travail, c'est pas ce qui nous rend hommes? Est-ce que c'est pas ce qui nous différencie des animaux? Tout bêtement, c'est une question un peu anthropologique. D'après ce que l'on sait, l'animal ne travaille pas. Alors bien sûr, il y a quelques exemples amusants, mais l'être humain a la liberté de travailler. Il y a une belle définition. Le travail, c'est ce qu'on pourrait aussi s'abstenir de faire. Les fourmis travaillent. Les fourmis travaillent énormément. Les abeilles, elles bossent comme des folles, les abeilles. Notre exposition s'ouvre sur une cité d'abeilles, des abeilles vivantes, et sur un paresseux. Vous savez, le paresseux, cet animal qui est la vedette dans tous les zoos, parce qu'on le regarde avec une énorme envie, cet animal qui est pendu à son arbre et ne fait rien. Mais en même temps, le paresseux, il n'a pas le choix, c'est son destin, tout comme c'est le destin des fourmis qui n'ont pas le choix. Voilà pourquoi l'animal ne travaille pas. C'est pour ça que la grande différence, c'est peut-être la création. C'est-à-dire, y compris dans le domaine du travail. C'est-à-dire que ce qui va se mesurer effectivement par l'investissement humain et par le fait que cette activité, je dirais tout simplement, permettre une émancipation. Alors, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a quand même fait un peu le tour de cette question de la définition du mot travail. J'aimerais bien qu'on passe maintenant à une deuxième partie qu'on a déjà un petit peu abordée en début d'émission avec Paul Ariès. Est-ce qu'une société sans travail est imaginable? Donc, vous avez fait vos propositions, le revenu minimum, on va pouvoir en débattre. Et est-ce que, dans un deuxième temps, une société sans travail, c'est pas un peu la peur du vide, Je crois que c'est quelque chose que vous abordez aussi dans votre exposition à Dresde. Est-ce que, voilà, moi j'aime bien cette définition d'Albert Jacquard, qui rejoint un petit peu les deux aspects de notre débat. L'oisiveté est, dit-on, la mère de tous les vices, mais l'excès de travail est le père de toutes les soumissions. Donc trop de travail, on l'a dit, c'est peut-être pas une bonne chose, mais se retrouver dans une société sans travail ou avec moins de travail, je sais pas comment on vivait au Moyen-Âge, si les gens étaient déprimés ou pas, ça vous semble envisageable ou est-ce qu'on est face au pied du mur, face à la peur du vide, d'après vous? Oui, moi je crois que la peur du vide est une très puissante motivation pour travailler. On connaît tous cette situation, on travaille beaucoup, ensuite on se dit enfin libre, et au bout de 20 minutes on se demande ce qu'on fait là. Et ça c'est un réel problème, j'en avais parlé tout à l'heure. Nous sommes très mal préparés à ne pas travailler. Mais je sais très bien quel est le débat qui va s'enflammer. Qu'est-ce qu'on entend par travail? Alors, apprendre, se former est une forme de travail, bien sûr. La forme la plus noble et la plus digne de travail, c'est de s'occuper d'autrui. Pas pour de l'argent, bien sûr, mais s'occuper de personnes qui ont besoin d'aide. Ça, c'est une forme de travail. Là, il y a un adjectif qu'on n'a pas encore utilisé aujourd'hui, c'est celui de chrétien. Il y a une forme de charité, d'empathie avec autrui, qu'on peut utiliser un peu de son temps parce qu'on n'a plus besoin de travailler ou parce qu'on a un revenu garanti, d'utiliser ce temps qu'on a pour aider autrui. Bien sûr, c'est une utopie. Je ne suis pas du tout sûr que ça marche, parce que si quelqu'un a un revenu garanti, je ne suis pas sûr qu'on va décider d'aider la voisine âgée. Le risque est grand de se ruer sur sa PlayStation pour atteindre le niveau 82. Et puis c'est tout. Ça, c'est un risque qui est réel. C'est assez déprimant. Ce serait un monde devant la télévision. Vous savez que ce qui est terrible, mais attendez, c'est quand même une statistique aussi, puisque vous en citez, c'est que les gens, quand ils travaillent pas, ils regardent la télé. Non mais d'accord, mais on peut pas passer comme ça. Non mais on peut pas passer du tout rien pour se faire horriblement peur en se disant mon Dieu, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer. Ça me rappelle quand Nicolas Bavrez disait si jamais on passe aux 35 heures, les gens vont passer leur temps à se saouler et en effet à regarder la télé. Non mais faut faire attention, il faut d'abord envisager.
plus d'associations. Il faut envisager des aussi, transitions. Quant à la dépression au Moyen-Âge, j'y crois pas des masses. Hein. Je crois que non mais si on revient quand même à l'absence de travail aujourd'hui, c'est celle des chômeurs quand même. Exactement, c'est notre société qui est une société qui tue le travail et qui le rend pénible. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas qu'il faut supprimer le travail, on dit qu'il faut en finir avec sa centralité. Alors, utopie ou pas? Alors justement, on est dans l'utopie ou pas? C'était ces ouvriers qu'on appelait les sublimes au 19e siècle et qui choisissaient de travailler le moins possible, c'est-à-dire qu'ils adaptaient leurs revenus à des besoins peut-être frugaux, mais qui leur semblaient suffisants. Voilà ce que c'est tout simplement. Non mais ce qui était, c'est pas une utopie, puisque c'était pratiqué. C'est pas parce que c'était pratiqué dans un monde qui n'avait pas d'ailleurs d'autre choix. Il n'y avait pas de mondialisation, il y avait pas de... Ça existe au Brésil, ça existe en Alaska. Je dirais que c'est aujourd'hui des choses qui fonctionnent de façon insatisfaisante. Il faut se demander ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut comme projet de société? Très concrètement, Daniel Tiradelli, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Je ne sais pas d'ailleurs si en Allemagne, peut-être auprès des Verts, il y a également ce type de pensée qui est développée comme celle de Paul Ariès. Est-ce que on est face également à ce type de souhait, moins consommer mieux, éventuellement aller vers un revenu minimum pour tous? Il y a cette pensée-là ou pas en Allemagne, chez les Alters ou chez les Verts? Le débat est certainement comparable en Allemagne. Chez les Verts, dans la gauche radicale, c'est un thème important, mais